Imaginez un instant pouvoir détecter automatiquement les prix incohérents dans vos rayons habituels, ou encore recevoir des suggestions de produits similaires mais plus abordables ou nutritifs. C'est possible grâce au machine learning. Et en Nouvelle-Calédonie, où la vie chère est une problématique centrale, ces outils pourraient faire toute la différence. Car on pourrait répondre à cette question. Et si l'intelligence artificielle permettait à tous les Calédoniens de mieux comprendre les prix, et ainsi de faire de meilleurs choix au quotidien? Durant mon année de master MIAGE à l'Université de la Nouvelle-Calédonie, j'ai eu l'occasion d'assister au cours d'interopérabilité des systèmes d'information, présenté par Adrien Salès. Durant son cours, nous avons eu l'occasion de travailler sur un projet utilisant les données du site prix.nc. Cela pour apprendre et comprendre comment exploiter les données avec l'intelligence artificielle. Dans mon équipe DataUse que je vais vous présenter juste après, nous avons effectué 2 projets. Le premier était la détection d'anomalies de prix, qui était un projet commun. J'ai personnellement utilisé le modèle Random Forest pour repérer automatiquement les prix incohérents dans les données de prix.nc. Pour le deuxième projet, nous avons décidé d'en choisir un chacun. Personnellement, j'ai choisi la recommandation de produits substituts, c'est-à-dire proposer des alternatives à des produits par rapport au prix ou à leur valeur nutritive. J'ai utilisé la méthode des cas plus proches voisins pour faire cela. L'équipe DataUse est composée de moi-même, Ray Manoupin, de James Langeron au milieu et de Davy Burgess. Comme je l'avais dit précédemment, nous avons décidé d'abord de travailler sur un sujet commun, la détection d'anomalies. Et comme je l'avais aussi dit précédemment, j'ai utilisé le modèle de Random Forest Regressor. James lui a utilisé le modèle de Kamins et Davy le modèle de machine learning XGBoost. Nous avions décidé de travailler sur un sujet commun pour commencer, pour pouvoir mettre en commun nos résultats et ainsi voir une cohérence et savoir qu'on utilise de façon correcte nos méthodes de machine learning. Après avoir fini le travail sur le sujet commun, nous avons choisi un sujet individuel pour tester ce que le machine learning peut faire. Je vous propose d'aller voir la vidéo de Clémentine Galin pour voir le travail qui a été fait en amont. Le premier projet, comme son nom l'indique, porte sur la détection d'anomalies de prix. Grâce au modèle Random Forest que j'ai utilisé, j'ai pu identifier des produits dont le prix semble sortir de la norme en m'appuyant sur l'analyse des erreurs de prédiction. Pour ce premier projet, j'ai utilisé un notebook Kaggle pour concevoir et entraîner un modèle de machine learning basé sur le modèle Random Forest Regressor. L'objectif, comme je vous l'avais dit précédemment, c'est de détecter automatiquement des anomalies dans les prix relevés en Nouvelle-Calédonie. Le point de départ, c'est le jeu de données issu de la plateforme prix.nc, plus précisément de l'API qui a été fait par prix.nc. Cette API publie régulièrement les prix de nombreux produits vendus sur le territoire. Et à partir de ces données, mon équipe avons cherché d'identifier des valeurs aberrantes, des anomalies. Ces anomalies peuvent être liées à des erreurs de saisie, des promotions ponctuelles ou encore des événements inhabituels, comme une rupture de stock ou une surtaxe exceptionnelle. L'idée de ce projet est d'automatiser cette détection pour mieux comprendre les dynamiques du marché local. Par exemple, repérer les produits les plus touchés par des écarts de prix, identifier les magasins où les anomalies sont fréquentes, ou encore fournir aux institutions publiques des pistes d'intervention plus ciblées. Ce travail vise aussi à apporter plus de transparence aux consommateurs. Et donc, le sujet que j'ai choisi était de tester une approche supervisée pour la détection automatique d'anomalies de prix en Nouvelle-Calédonie, en utilisant, pour ma part, le modèle Random Forest Regressor. Le principe du modèle est de prédire le prix attendu d'un produit en fonction de ses caractéristiques. Par exemple sa catégorie, sa localisation, son type de commerce, etc. Une fois ce prix estimé, je le compare au prix réellement observé. Un écart important peut indiquer une anomalie. C'est à partir de ces écarts que je marque automatiquement les cas suspects. Le modèle Random Forest repose sur un ensemble d'arbres de décision entraînés sur des sous-échantillons des données. Chaque arbre donne une prédiction et le modèle final fait la moyenne de toutes les prédictions. Cela permet d'obtenir une estimation plus stable et moins sensible aux erreurs ponctuelles. Cela permet aussi d'éviter les problèmes d'overfitting, lorsque le modèle est trop habitué aux données d'entraînement et lorsqu'il passe sur les données réelles, n'arrive pas à bien prédire. Après quelques retours, j'ai amélioré le modèle. Notamment, j'ai introduit une segmentation par secteur de consommation, car au départ, tous les produits étaient mélangés, ce qui posait problème. Par exemple, des produits de bricolage étaient comparés à des produits alimentaires. Et ça pouvait fausser un peu comment le modèle s'entraînait. Les données utilisées proviennent de DuckDB, des datasets qui ont été préparés en amont par l'équipe DataPrep. Nous les avons utilisés pour récupérer les relevés de prix,
les données sur les produits, la géolocalisation des magasins et aussi les métadonnées des points de vente. Je vais vous présenter le pipeline du notebook. Il commence par le chargement et l'exploration des données. Grâce au dataset produit par la team DataPrep en amont, j'ai pu explorer les différentes tables disponibles et réaliser des jointures enrichies entre les produits, les magasins et les prix. J'ai ensuite procédé au nettoyage des données, même s'il a déjà été fait en amont. Il restait des doublons ou des valeurs incohérentes ou manquantes. J'ai donc, pour éviter un problème avec mon modèle de machine learning, je les ai remplacés par des libellés neutres comme inconnus ou supprimés sur certaines lignes lorsque c'était nécessaire. Pour les coordonnées GPS manquantes, comme la longitude et la latitude, j'ai utilisé la valeur 0 afin de préserver la structure des données. Et donc après avoir nettoyé les données, j'ai sélectionné les variables les plus pertinentes. Le nom du produit, sa marque, son secteur, sa localisation, etc. Le prix est bien évidemment gardé en tant que cible et pas en tant que features. Mais je vais passer directement à l'encodage des données. Donc là, il y a le nettoyage et la préparation des variables. On récupère les features, le nom des produits, la commune, le secteur, la marque, si c'est une promotion, etc. Le target, c'est-à-dire le prix que le modèle utilisera. Au-dessus, on nettoie les données lorsqu'il y a des valeurs manquantes ou lorsqu'il y a des doublons. Ensuite, là, on remplit la latitude et la longitude pour pouvoir utiliser, pour garder l'intégrité des données. Donc voilà l'encodage et la séparation. C'est ici qu'on va préparer les données pour les donner ensuite au modèle Random Forest Regressor, car les chaînes de caractères ne peuvent pas être traitées par le modèle directement. On va encoder les variables catégorielles, on va séparer les features de la cible, c'est-à-dire le prix, et ensuite on va diviser ces données en ensemble d'entraînement et de tests pour les entraîner sur les différents arbres du modèle. Et donc, comme je l'ai dit auparavant, pour rendre le modèle plus pertinent, j'ai décidé d'entraîner le modèle sur chaque secteur de consommation. Donc le code commence par identifier tous les secteurs présents dans les données. Pour chaque secteur, s'il contient assez de données, on le traite individuellement. À cette étape du code ici, on peut voir 4 features et num features qui correspondent en fait aux variables explicatives qui sont deux catégories. Le 4 features, c'est les objets, c'est-à-dire les variables de type catégoriel, comme le nom du produit, la marque ou le secteur. Le num features, c'est pour les variables numériques, comme le prix par unité ou les coordonnées géographiques. Une fois le pré-traitement défini, je divise les données en deux ensembles. Les données d'entraînement, à 80%, et les données de test, à 20%. J'utilise le paramètre random state égal à 42 pour que le découpage reste toujours identique à chaque exécution, ce qui garantit la reproductibilité des résultats lorsque je fais plusieurs tests. Finalement, je construis le pipeline, c'est-à-dire une chaîne d'étapes automatisées qui applique d'abord le pré-traitement, le pré-processing que j'ai fait avant, puis qui entraîne mon modèle Random Forest Regressor. Pour notre modèle, dans notre pipeline, on peut voir plusieurs paramètres. nEstimators égale 100 signifie que le paramètre utilisera 100 arbres de décision pour faire ses prédictions. Le njobs-1 signifie qu'il va utiliser tous les cœurs du processeur pour accélérer le calcul. Et le random state, comme dit auparavant, permet de garder des résultats stables d'une exécution à l'autre. J'ai pu ensuite calculer la MAE, l'erreur absolue moyenne, et le RMSE, l'erreur quadratique moyenne. Cela me permettra de mesurer la précision globale de mes prédictions. Enfin, j'ai comparé les prix réels avec les prix prédits. J'ai calculé leur écart et avec l'aide du seuil, j'ai ressorti les anomalies automatiquement. Ces résultats sont ensuite mis dans un tableau pour ensuite les visualiser. Donc dans cette slide, on peut voir les différentes visualisations que j'ai fait pour les anomalies détectées. On peut voir dans l'image de gauche différents blocs qui correspondent chacun à un secteur de consommation sur lequel le modèle Random Forest a travaillé, s'est entraîné et a évalué séparément les différents résultats. Donc on peut voir le MAE, Mean Absolute Error,
c'est l'écart moyen entre le prix réel et le prix prédit. Donc plus il est faible, plus le modèle est précis. On peut voir aussi le RMSE, le Root Mean Square Error, qui est similaire au MAE, mais plus sensible aux gros écarts. On peut voir que les secteurs avec beaucoup de diversité de produits ou de prix, comme les surgelés ou l'épicerie sucrée, présentent des erreurs plus élevées avec le MAE et le RMSE. En revanche, sur des secteurs plus homogènes comme la charcuterie, l'erreur est plus faible et le nombre d'anomalies détectées reste limité. On peut voir aussi le seuil que j'avais mis en place pour identifier les anomalies automatiquement. On ne considère comme anomalies que les 5% des erreurs les plus importantes. Et on peut voir le nombre d'anomalies détectées sur le nombre total de produits dans le secteur. Ce graphique montre le nombre d'anomalies détectées par secteur. Les secteurs épicerie, salé et sucré sont les plus touchés, probablement en raison de la forte diversité de produits et des variations de prix fréquentes. D'autres, comme la charcuterie ou les fruits et légumes, présentent peu d'anomalies, souvent par uniformité ou manque de données. Cette analyse permet de cibler les zones à risque et d'ajuster la surveillance. Mon deuxième sujet, recommandation de substituts, consistait à offrir une alternative moins chère ou plus nutritive d'un produit voulu. Voici des schémas résumant l'ensemble du pipeline que j'ai mis en place pour construire le système de recommandation intelligent. Tout le processus repose sur plusieurs étapes structurées. La fusion et l'enrichissement des données, issues des datasets fournis par la team DataPrep, une analyse exploratoire pour comprendre la structure et la qualité des informations, puis un nettoyage pour rendre les données exploitables. Viennent ensuite l'encodage et la normalisation, indispensable pour que l'algorithme des cas plus proches voisins puisse exploiter les données et ainsi identifier les produits les plus similaires dans l'espace vectoriel créé. J'avais aussi fait des ajustements, comme la comparaison via le prix par unité pour plus de cohérence au niveau de la comparaison justement, ou encore un score composite pondéré qui permet de classer les suggestions selon plusieurs critères à la fois. Et enfin, une fonction dynamique exploite ce pipeline pour proposer des alternatives pertinentes par rapport à un produit donné et selon les besoins du consommateur, comme le Nutri-Score ou encore le prix. Voici un petit schéma pour expliquer comment marche l'algorithme KNN. Chaque point représente un produit décrit par ses caractéristiques, comme le prix ou encore le score nutritionnel. La croix noire est le produit que l'on cherche à comparer. L'algorithme va ensuite mesurer la distance entre ce point et tous les autres dans l'espace vectoriel. Il va ensuite sélectionner les K points les plus proches, ce qui correspond aux produits similaires et donc les substituts recommandés. Et plus les points sont proches, plus les produits sont similaires. Dans notre cas, ça sera utile pour trouver les voisins les plus proches avec un prix plus bas ou un Nutri-Score meilleur. Là, on peut voir un exemple concret de recommandation générée par le système. L'utilisateur va rechercher un substitut au produit pâté et naf en priorisant la santé. Le Nutri-Score est le critère le plus important, suivi de l'Eco-Score, et le prix n'est pas pris en compte dans le calcul du score. On peut voir que les 3 premiers produits proposés sont plus chers que le 4e. Le pâté Leader Price à 1750 francs est moins cher que le produit en première position. Mais, malgré tout, ils apparaissent en tête, car ils ont un Nutri-Score ou un Eco-Score plus élevé, ce qui démontre bien que le système a proposé les produits les plus intéressants selon les priorités de l'utilisateur. Ici, la santé avant l'économie. Donc là, on va voir pour le premier sujet, c'est-à-dire la détection d'anomalies, ses limites et les perspectives. Donc côté limite, le modèle repose uniquement sur l'écart entre prix réel et le prix prédit, comme on l'avait vu. Donc il ne tient pas en compte du contexte ponctuel comme les promotions, les ruptures de stock ou les événements exceptionnels. De plus, les seuils dynamiques utilisés pour identifier les anomalies dépendent fortement de la qualité des données par secteur. Et il n'y a aucune vérification humaine sur le résultat du modèle. Donc les anomalies peuvent ne pas vraiment être des anomalies. Côté perspective, on peut envisager le déploiement d'un système d'alerte automatique, utilisable aussi bien par les services publics que par les consommateurs. Une autre piste serait d'intégrer un module d'explication des anomalies, par exemple avec des outils comme SHAP ou des règles métiers, pour donner du sens aux alertes générées par le modèle. Pour mon deuxième sujet, les limites que l'on peut voir, c'est que le système compare uniquement des produits de même variété. Cela réduit la capacité à proposer des alternatives plus variées ou inattendues. Il ne prend pas encore en compte certaines préférences spécifiques de l'utilisateur, comme des produits bio ou la présence d'allergènes, et le score composite, utilisé pour classer les recommandations, est encore fixe, avec des pondérations définies manuellement. Côté perspective, je pourrais ajouter des filtres personnalisables, pour que l'utilisateur puisse exclure certains types de produits ou cibler des préférences précises. Et surtout, il serait intéressant de rendre le système plus intelligent, en adaptant automatiquement les pondérations selon les priorités exprimées par l'utilisateur ou son comportement. Personnellement, ce projet m'a permis d'obtenir des compétences en machine learning, notamment sur les modèles comme Random Forest et KNN.
Mais au-delà de la technique, j'ai surtout aimé travailler sur un sujet concret, local et qui a du sens pour les consommateurs calédoniens et donc pour moi-même. J'ai appris à structurer un pipeline de bout en bout, à documenter mes choix et surtout à réfléchir à l'utilité réelle de ce que je développe. C'est un projet qui m'a donné envie d'aller plus loin, d'explorer d'autres façons d'exploiter les données et de les mettre au service du bien commun. Eh bien, merci d'avoir regardé ma vidéo. Si vous voulez aller plus loin, les deux projets sont disponibles sur Kaggle. Vous pouvez scanner les deux QR codes ici présents. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo ou à en parler autour de vous. Je vous propose aussi d'aller voir les autres vidéos de mes camarades qui sont super bien faites, que vous trouverez sur cette chaîne YouTube. Ces projets ont été pensés pour avoir un impact local et innovant, mais ils peuvent aussi évoluer avec vos idées. Encore merci pour votre attention et Au revoir.